Alors, honorable assistance, la bienvenue à ce forum d'Ifriqiya FM consacré à la situation linguistique en Algérie et aux langues africaines. Ce forum que nous avons délocalisé à Tizi Ouzou s'intitule « L'Algérie au carrefour des langues africaines, héritage et interaction ». Alors, Ifriqiya FM a voulu saisir l'opportunité offerte par la célébration par le Haut Commissariat à la Mazérité en collaboration avec l'Assemblée nationale populaire de la Journée internationale de la langue maternelle qui est fêtée tous les 21 février depuis l'année 2000 et la Semaine des langues africaines instituée en juillet 2020 par l'Académie des langues africaines de l'Union africaine pour donner un aperçu sur la richesse linguistique de l'Afrique, faire le point sur les efforts de nombreux pays pour promouvoir leur langue locale et revenir sur le combat du continent pour défendre ses cultures. Des cultures que les anciennes puissances coloniales européennes ont tenté d'assassiner. Croyez-moi, le mot n'est pas exagéré. Il n'y a pas que les populations qui ont subi des massacres durant la longue nuit coloniale. Les cultures et les langues sont comme les êtres humains. Elles sont mortelles. C'est surtout le cas lorsque nous ne les entretenons pas. À ce propos, selon une étude de l'UNESCO, commencée en 1997 et dont le rapport fut diffusé en 2002, pas moins de 5500 langues sur 6000 disparaîtront d'ici un siècle et seront devenues des langues mortes au même titre que le latin et le grec ancien. Cela signifie que 90% des langues actuelles seront liquidées au cours de ce siècle. Un massacre, estime l'UNESCO. Le pire, c'est que l'on ne remarquera peut-être même pas, car la disparition d'une langue ne représente jamais un événement bien spectaculaire. Pourtant, on peut parler d'un véritable cataclysme qui se produira dans l'indifférence générale. La célébration par le HCA à Tizi Ouzou de la Journée internationale de la langue maternelle et de la Semaine africaine est assurément un moment privilégié pour célébrer les langues, les identités et les cultures africaines, ainsi que la renaissance du panafricanisme. Alors, quel est l'impact de la longue nuit coloniale sur les langues et les cultures africaines ? Quelles sont les attitudes des pays africains vis-à-vis de leur langue locale ou de leur langue maternelle? Quelle est la place de Tamazirt en Algérie et au Sahel? À quels défis font face les langues et les cultures africaines? Quelle est l'importance des médias dans la promotion du patrimoine littéraire et linguistique africain? C'est ce dont nous allons débattre dans le forum d'aujourd'hui. Alors, pour en discuter, il y a avec nous Sil Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité, institution qui dépend de la présidence de la République. Sil Hachmi Assad, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a également avec nous le docteur Hassan Arab, professeur en littérature, journaliste, consultant à Ifriqiya FM et passionné d'histoire. Hassan Arab, bonjour. Merci, c'est nous qui vous remercions, Hassan Arab. Nous avons également la chance et le plaisir d'avoir avec nous le docteur ou le professeur Jamil Haissani, directeur de l'unité de recherche du laboratoire de modélisation et optimisation des systèmes et président de la société savante Gehima. Bonjour, professeur Haissani. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ici en tant que représentant de l'ASDS, qui est la Société africaine du numérique, dont le président est le professeur Maurice Thuap de l'Université de Yaoundé. Et il m'a demandé de le représenter personnellement à cette semaine des langues africaines. Des langues africaines. Merci infiniment pour toutes ces précisions qui font la différence. Merci. Merci à vous. Enfin, permettez-moi de vous présenter Mahamat Alamine, notre ami et confrère du Cameroun. Mahamat Alamine, bienvenue.
Merci, bonjour Monsieur Zine. Merci à vous. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous sommes partis pour une bonne heure de débat. Alors, je commencerai par vous, Monsieur Silahmi Assad. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazirité. Alors, Monsieur Silahmi Assad, nous avons intitulé ce forum d'Ifriqiya FM l'Algérie au carrefour des langues africaines, héritage et interaction. À quoi donne lieu ou que produit cette interaction au plan linguistique et culturel? Merci. Donc, les axes retenus dans la programmation de cet événement planifié depuis donc déjà des mois, parce qu'il est inscrit au plan de charge de notre institution. Nous avons réfléchi sur l'argumentaire et sur les axes. Donc cette interaction doit faire l'objet d'un débat avec nos invités conviés à cette rencontre. C'est des linguistes, c'est des anthropologues, c'est des historiens, des spécialistes qui s'intéressent à l'onomastique, comment faire cette jonction, mais pour valoriser aussi cette diversité. Donc je pense le thème de ce forum cadre avec le titre générique de cette manifestation. Il faut le rappeler que... Je crois qu'on va vous inviter à changer de micro. Voilà. Il faut le dire que cette année, donc cette célébration à Tizi Ouzou a un cachet particulier. On célèbre doublement, donc il s'agit d'une double célébration, Journée internationale de la langue maternelle, qui est donc une tradition depuis 2014 initiée par notre institution ici en Algérie. Donc 2014, on a choisi plusieurs wilayas chaque année pour célébrer la journée mondiale. Mais depuis 2 ans, c'est la 3e édition, donc on a fusionné les 2 événements et la semaine des langues africaines. La langue africaine, les langues africaines, mais aussi les langues minorées et les parlers et les variantes. Oui. Pour le cas de l'Algérie, c'est cette interaction entre les 2 langues nationales et officielles reconnues par la Constitution algérienne, c'est-à-dire l'arabe et le tamazight. Le tamazight avec ses 14 variantes en usage sur le territoire national. Donc l'interaction avec les langues africaines, c'est pour aussi confirmer que tamazight, langue nationale officielle en Algérie, a un prolongement vers le Sahel et l'Afrique. C'est la démonstration de nos conférences cette matinée à l'université de Hasnaoua. Donc c'est aussi un partenaire de cet événement. Donc moi je pense que l'événement et le forum ont une place importante dans toute cette réflexion. Et nous avons aussi su comment impliquer tous ces intervenants, c'est-à-dire ce réseau d'universitaires, à l'occasion de cet événement pour réfléchir sur des perspectives, à réfléchir sur des recommandations qui seront donc au menu de la soirée de clôture ce soir ici à Tizi Ouzou. Silahmi Assad, le tamazight dans ses nombreuses variantes est en interaction avec beaucoup de langues africaines, notamment les langues parlées au Sahel. Je suppose que les variantes de tamazight ont beaucoup influencé ou impacté les langues du Sahel. Et inversement, tamazight aussi s'enrichit de ces interactions. Vous qui avez beaucoup voyagé en Afrique, vous avez assisté à beaucoup de conférences, beaucoup de réunions avec vos confrères et collègues africains. Est-ce que le tamazight ou les variantes de tamazight sont perçues comme des langues africaines en Afrique? L'action du HA en direction de son partenaire qui est l'Académie africaine des langues depuis 2019, une relation qui s'est consolidée avec des échanges, mais aussi avec une participation dans les segments institués par la CALAN, notamment la plateforme numérique. C'est pour confirmer une chose que les langues parlées en Algérie, les langues parlées en Algérie, c'est tamazight et l'arabe, mais tamazight du sud ont un prolongement vers le continent. On a cité à l'ouverture des travaux de nos journées le cas de variantes de la région de Tell El Bella, le Kourounji, qui est donc un mélange
de l'arabe, de Tamazight, mais aussi d'une langue africaine, le Songhai, Oui. mais aussi le Tergui, le Tamahaq qui est donc un peu la bande frontalière de l'extrême sud de l'Algérie, à travers ces échanges commerciaux, hein, Oui. ces caravanes qui circulaient depuis des siècles. Le fameux Assihar, qui est donc une foire commerciale que l'État compte revitaliser en termes d'événements commerciaux, mais parce que c'est cet échange, et c'est ce segment qui est le troc des années, donc avant de la période coloniale, qu'il faut reprendre peut-être sous une autre forme pour revitaliser les langues parlées. Donc moi je pense le travail que fait la Calane pour imposer une autre vision, c'est-à-dire parler du multilinguisme et l'assumer, que les États en Afrique assument cette diversité. C'est un plaidoyer qui va faire valoir un peu cet engagement envers l'importance de l'usage des langues, et pour aussi éviter cette stigmatisation et ce refoulement et ce refus d'aborder cette diversité. Une manière de dire, il faut assumer cette diversité linguistique qui est une richesse pour l'Algérie, une richesse pour notre continent africain. Et qui sont une composante essentielle de l'identité africaine. Merci beaucoup, Silaj Meassad. Hassan Arab, comme nous l'avons signalé en introduction de ce forum, il n'y a pas que les êtres humains qui sont mortels, les langues et les cultures le sont également. Les langues et les cultures africaines ont été particulièrement malmenées, écrasées lors de la période coloniale. Alors, pourquoi les puissances coloniales, je pense particulièrement aux puissances coloniales européennes, ce sont elles qui ont dominé l'Afrique à la fin du 19e, début du 20e siècle, pourquoi elles s'en sont prises aux langues et aux cultures, en plus d'avoir commis des génocides sur les populations? C'était une manière de dompter une population, mais également de détruire, dépersonnaliser en quelque sorte les Africains d'une manière générale. On est dans des processus d'aliénation, de déculturation. De déculturation pour justement inculquer une autre langue. Oui. Moi, je me réfère à cette anecdote d'un grand défenseur donc, des langues africaines et de la culture africaine, Amadou Hampâté-Bâ. Oui. Lorsque justement ils ont abordé le problème des langues, le premier sommet à l'UNESCO, donc on lui a posé la question, on lui dit mais que peut nous apporter encore l'Afrique? Oui. Il a répondu, il leur a dit le rire, c'est ce qui vous manque, c'est ce que vous avez perdu. C'est-à-dire le rire que la civilisation occidentale a perdu. Et derrière le rire, Amadou Hampâté-Bâ pensait à l'humanité. Oui. C'est la part de l'humanité que l'Occident a perdue à travers la sauvagerie, la barbarie coloniale qu'il a pratiquée en Afrique. Oui. Et Hampâté-Bâ disait que justement, grâce à ces langues africaines, qu'il appelait lui maternelles, ou bien lui il disait des langues patrimoniales, dans le sens de langue maternelle, que les Africains ont pu résister aux assauts des missionnaires. Parce que les premiers qui se sont attaqués aux langues africaines, oui, que ce soit en Algérie ou bien en Afrique, c'était les missionnaires. Que faisaient les missionnaires? Ils apprenaient les langues. C'était de parfaits connaisseurs des langues africaines, oui, qu'ils maîtrisaient très bien, mais et en même temps, ils interdisaient aux enfants scolarisés d'apprendre, de parler leur propre langue. Leur propre langue. D'ailleurs, dans les écoles en Afrique, il y avait un procédé. C'était d'interdire aux enfants, quand les enfants parlaient leur langue dans la cour des écoles, on les frappait
avec une règle qui est portée un symbole, la tête d'âne, pour vous dire un petit peu la manière à travers laquelle on crée des complexes dans les... Et puis on leur interdit de manger également dans les réfectoires des écoles. Hassan Arabe, une question qui s'impose presque d'elle-même. Comment s'est organisée la résistance culturelle des peuples africains par rapport justement contre cette colonisation? Alors, en Afrique, c'est d'abord les griots. Oui. C'est eux qui détiennent, d'ailleurs, ils détiennent à la fois le savoir et la langue. Et les griots, la langue passait du père en fils. Le griot, on ne devient pas, on ne s'érige pas griot du jour au lendemain. Mais un griot, c'est une fonction, parce que c'est lui il a comme principal. Il est le dépositaire de la culture. De la culture, de la parole. En Afrique, on disait que celui qui a la parole est un homme de parole. Oui. Donc, la tradition orale aussi. C'est la tradition orale, justement. Le griot transmettait un savoir extraordinaire de père en fils, mais aussi ce savoir, il est transmis dans une langue. Parce que chaque tribu, chaque ethnie avait sa propre langue, et cette langue, chaque chef de village s'adressait à un griot pour justement préserver ces langues face aux assauts répétés de la colonisation. En Algérie, c'était... parce qu'il y avait des institutions, il y avait les zaouïas. On enseignait tout à la fois la religion, mais aussi les langues, que ce soit les langues, le tamazight et l'arabe. Donc, ils étaient quand même des institutions qui ont aidé, au-delà évidemment des pratiques sociales au sein des familles. Très bien. Merci Hassan Arabe pour tous ces éléments de réponse. Professeur Jamil Essani, à quel défi, vous qui êtes un technicien des langues locales, à quel défi font face les langues et les cultures africaines aujourd'hui? Nous pouvons réfléchir la problématique, par exemple, à travers le cas algérien. À Texaha, ce que je voudrais dire pour aller dans la suite du débat concernant les zaouïas et où on apprenait les langues, j'ai trouvé ici le lexique arabe dialectal kabyle que nous avons édité grâce au commissariat à la Mésérité, où il s'agit d'un document qu'on a découvert à la Zaouïa Aham el-Khouane de la Zaouïa Tim'amartin Cheikh Haddad Sedouk, et qu'on a édité. Et il servait certainement pour permettre à des étudiants d'autres régions qui venaient dans cette Zaouïa, qui étaient arabophones, et qui donc pour pouvoir communiquer. Et donc le savoir des Zaouïas de l'époque était connu en Afrique. Comme l'a dit donc M. Assad, il y avait les caravanes, donc il y avait les routes du sel, la route de l'or, et donc ces gens-là transportaient des manuscrits et arrivaient donc par exemple le traité donc l'Ourlissia, un traité de jurisprudence de Abdelrahman Aourlis, qui est un éminent mufti et cheikh Jama'a à Béjaïa. Il y a des copies de ce manuscrit, y compris au Ghana. Donc ces manuscrits-là donc circulaient, et ensuite, dans certaines institutions en Afrique, ces manuscrits ont été expliqués. Y compris dans les langues africaines. Africaines, bien sûr. Voilà, y compris donc dans les langues africaines. Tombouctou, par exemple, a été un centre qui a rayonné sur le Sahel pendant des années. Donc, exactement. Et donc, il y a un très grand savant qui s'appelle El Marili, un savant tlemcenien, qui, lui, donc, a fait ses études à Tlemcen, chez Cheikh Senoussi, à Alger, chez Abdelrahman Ta'alibi, à Béjaïa, chez Ahmed Zarouk, et qui ensuite
donc c'est un éminent jurisconsulte, il est parti au Touat, en Afrique. Il a fait sa carrière là-bas, il a circulé là-bas. Et donc, au Nigeria principalement, je crois, non? Dans le Touat, et plus bas. Donc il a beaucoup circulé. Bon, ce qu'on connaît, les historiens connaissent bien ses rapports avec les Juifs commerciaux, mais lui, qu'est-ce qu'il avait fait quand il est devenu jurisconsulte? Il a étudié un traité important, très important, qui s'appelle El Me'ayar de Louncharisi, où il a récolté plus de 1000 fataouis du Maghreb et de l'Andalousie. C'est-à-dire c'est des consultations juridiques. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a adaptés, il les a exploités et adaptés en Afrique noire. Parce qu'une fatwa, par exemple, dans le Me'ayar, il y a 24 fatwas de Abdelrahman Aouardis qui ont été formulées dans un environnement en Kabylie. Et donc lui, pour pouvoir donc il les a adaptés à un environnement africain. Et dans les zaouïas, les institutions qui existaient en Afrique, ce type de lexique, c'est-à-dire il devait exister des moyens de communiquer. C'est-à-dire que lui, il arrive là-bas, il connaît bien l'arabe, mais il ne connaît pas les langues africaines. Et donc, forcément, il a dû s'adapter d'une manière ou d'une autre. Et il a dû apprendre effectivement quelques langues africaines pour pouvoir communiquer donc avec les populations locales. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Nous avons encore plein de questions à vous réserver. Maintenant, Alamine. Oui, Alamine, alors, vous avez assisté 2 jours durant donc, à la célébration en Algérie, précisément à Tizi Ouzou, une localité qui est située à l'est d'Alger, donc à la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et la Semaine africaine des langues. Alors, parlez-nous un peu du Cameroun. Vous venez du Cameroun, vous vivez à Yaoundé précisément. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de langues locales? Quel est le statut de ces langues locales? Est-ce qu'elles ont un statut national et officiel comme ici en Algérie pour le cas de Tamazirt? Est-ce qu'on valorise beaucoup les langues locales dans votre pays? Bon, les langues locales sont vraiment, généralement, elles sont très valorisées, mais le problème avec le Cameroun, c'est que déjà, dans le territoire, il y a plus de 200 langues. Si c'est qu'on doit, ça c'est un gros problème déjà avec 200 langues, on ne peut pas choisir une langue pour la mettre en avant comparé aux autres. Du coup, on s'est adapté, on a adopté l'anglais et le français dans la Constitution comme langue nationale, mais toutes les autres langues dans les 200 et poussières, parce que ce n'est pas que 200, elles sont parlées couramment bon, pas tous les Camerounais, mais comme on l'a dit, c'est quelque chose d'ethnique, c'est quelque chose de clanique. Chaque clan, chaque ethnie a sa propre langue. Moi, par exemple, je suis Kotoko, je suis un descendant des Sao Kotoko, et je suis précisément de Logon Biarni. Déjà dans ma langue, le Kotoko, on peut en dénombrer 18. Il y a 18 différents Kotoko étalés sur 161 villages. Déjà juste au grand nord du Cameroun. Et si on descend encore plus pour revenir vers le centre et le sud-l'est du Cameroun, on se retrouve à vraiment une pléthore de langues qui est pratiquement pas... comment dire? Le gouvernement essaye de valoriser ces langues. Déjà, il y a le 22 janvier passé, il y a eu ça s'appelle Sao Fest. C'est une sorte de festival des arts et cultures des Sao Kotoko. Et c'est justement pendant ce festival qu'on a pu dénombrer les 161 différents villages avec les 18 langues parlées par ces différents Kotoko qui sont toutes différentes les unes des autres. Mahamat Alamine, est-ce qu'il arrive par exemple à quelqu'un de ton ethnie qui a donc sa langue maternelle de parler aussi d'autres langues locales? Bien sûr. Le problème, c'est pas un problème en fait, c'est l'avantage pour nous au Cameroun, c'est que il y a une langue qui prédomine dans chaque région. D'accord. Par exemple, dans la région du Grand Nord, c'est le Fulbe, le Fulfulde. Et quand tu arrives au Grand Nord, il y a le Fulbe et l'arabe également. L'arabe pas l'arabe littéraire, mais c'est un arabe légèrement dérivé de l'arabe on appelle l'arabe choua. C'est plus parlé vers le Tchad. Et dans la zone du Grand Nord, par exemple, tout être humain qui est là-bas, il parle le Fulbe, il parle l'arabe. Et il parle également sa langue maternelle. Donc, juste avec ça, il est déjà trilingue. Si on ajoute encore le français et l'anglais dans ça, il est multilingue en fait. Et ce n'est pas que dans la région du Grand Nord. Au sud et à l'est, il y a des langues qui prédominent. Il y a les Étones, les Béchis, les Boulous. Chacun
c'est pas que les différentes langues là sont tellement parlées que il n'y a plus de distinction entre eux. Quand on va vers l'ouest du Cameroun, l'anglais prédomine, mais il y a une sorte de dialecte qu'on a essayé de créer entre nous les jeunes pour essayer de se comprendre entre nous. Tellement il y a de langues, on était obligé de s'adapter à cette différence. On a essayé de mixer l'anglais, le français et nos différentes langues pour créer une sorte de langue pour parler entre nous les jeunes. Une dernière petite question avant d'adresser une grande question à M. Silhachmi Assad. Est-ce que les grands groupes de langues locales, ou est-ce qu'il y a des langues locales qui ont fait leur entrée à la télévision, à la radio, dans les journaux? Pas qu'à la télévision, même dans l'éducation par exemple, dans les différents villages. C'est vrai, on utilise le français, mais les explications se font en langue. Et c'est légal, ça a été autorisé par l'État. Et même dans les différentes télés, dans le Grand Nord, la plupart des chaînes sont en arabe et en fulbe. Au sud, dans les langues du sud, c'est-à-dire le Bechi, les Tone, les Wondo, et c'est valorisé, c'est regardé par pratiquement tout le monde. La majorité des émissions qu'ils présentent, c'est en leur langue. En langue. Malgré qu'on ne comprenne pas la langue, on s'intéresse à cela pour connaître ce que nos autres frères parlent. Très bien, merci. Silhachmi Assad, vous avez vous avez beaucoup d'interactions avec des responsables politiques et vous avez aussi des interactions avec des linguistes africains. Quelles sont les attitudes des pays africains vis-à-vis de leur langue locale ou de leur langue maternelle? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a actuellement une prise de conscience des peuples africains, des pays africains, sur la nécessité justement de promouvoir aujourd'hui les langues patrimoniales comme le dit Hassan Arab? On l'a constaté lors de la fameuse rencontre des ministres de la jeunesse, de la culture et des sports qui s'est tenue en 2018 à Alger d'ailleurs. Et une forte participation d'institutions africaines. Et cette volonté de réhabiliter les langues africaines, une manière de les introduire dans les circuits institutionnels, les reconnaître, leur donner un statut, parce que la menace, si elle reste dans cette vision d'encourager les langues africaines uniquement dans leur aspect oral, et si on ne fait rien pour les introduire dans les circuits, c'est-à-dire les circuits de la formation à l'école, les introduire dans le circuit de la communication, c'est-à-dire leur donner un statut. Cette prise de conscience est prise en charge par quelques pays. Moi, je cite le cas de l'Algérie. Moi, je pense que l'Algérie est pionnière dans ce domaine. Donc, nous avons lancé un processus, donc par étapes. Il y a eu donc un travail de fond qui est fait, c'est d'introduire les langues dans le système de la formation, c'est à l'université essentiellement, cette ouverture vers les langues, y compris les langues africaines, mais par rapport aux deux langues en usage en Algérie, c'est l'arabe, mais bien sûr, surtout Tamazight, qui a, après l'indépendance, a accusé un grand retard. Sa reconnaissance est venue par étapes. 90, ouverture d'un premier département de langue et culture amazigh à Tizi Ouzou, suivi par d'autres pas d'ouvrir d'autres départements à Betna, Tamarasset, un peu une manière de traduire la dimension nationale, parce que Tamazight n'est pas régional. Mais d'autres pas sont venus. Le système de communication, assumer cette diversité par les moyens de l'État. L'État finance sur le fonds public l'expression des langues en Algérie. Je cite le bel exemple de cet engagement de la radio nationale, qui est donc un instrument important pour la préservation des langues de Tamazight dans toutes ses variétés. Nous avons 27 stations radio qui utilisent les variantes de Tamazight en Algérie, c'est-à-dire avec un dispositif, avec des moyens, avec le recrutement aussi de journalistes qui sont payés par l'État, et cette étape importante qui est la transcription, l'écriture, parce qu'il faut passer à l'écriture. C'est bien de tolérer l'existence d'une langue, mais il faut la promouvoir, il faut l'encourager pour qu'elle soit aussi sur rail d'une vraie promotion par l'écrit, par
une visibilité de l'expression artistique. Nous avons institué beaucoup de festivals, festivals culturels, par le son et l'image, festival du cinéma, par le théâtre, etc. Très bien. Sila Hachmi Assad, comment est perçue l'expérience algérienne en Afrique et particulièrement au sein de l'Académie africaine des langues? Est-ce que nous sommes en retard, en avance par rapport aux autres pays africains? Est-ce que le cheminement pris par notre expérience, par notre pays est bon? Avec modestie, je peux le dire, on est un peu dans l'exemple cité, parce que je le constate lors de nos présences dans les forums, parce qu'on a un capital expérience. Oui. Il y a un travail qui est fait dans le sens où il y a cet engagement de mettre les moyens, parce que l'État a mis les moyens. Et l'Algérie assume sa diversité. Le plus grand acquis, Sila Hachmi Assad, l'acquis qui est un acquis politique essentiellement. Il est politique. Il est politique. La diversité est assumée par la Constitution. Oui. C'est important. Moi, je cite le cas de Temazir. Temazir, dans la révision de la Constitution de novembre 2020, oui. Elle est dans le préambule de la Constitution. Sur le plan politique, c'est une grande avancée, c'est une avancée majeure, mais aussi on lui consacre un article qui parle de la promotion de Temazir dans toutes ses variétés. Donc le deuxième segment dans toutes ces variétés, une manière de reconnaître toutes les variétés, et on va vers un processus de convergence pour construire une langue standard. Parce que on n'est pas dans la précipitation. Le défi, il est là. Il est là. Est-ce qu'il y a des pays en Afrique, 55 pays, est-ce qu'il y a des pays qui suivent un peu l'exemple algérien? Est-ce que d'autres langues africaines ont justement, vous parliez de défis politiques, est-ce qu'il y a des pays qui ont relevé ce défi politique? Oui, je pense un des pays qui est donc aussi un exemple, c'est l'Afrique du Sud. Nous avons donc reçu à Acha le commissaire des langues officielles en Afrique du Sud. Je pense nous l'avons reçu, échangé Et donc cette reconnaissance institutionnelle, elle est importante. Moi, je pense que c'est un peu l'exemple qu'il faut suivre. L'Algérie donc fait, l'Afrique du Sud fait, d'autres pays vont suivre. L'Afrique du Nord, ils sont dans cette voie. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on va réhabiliter réellement les langues africaines. Les langues africaines. Merci beaucoup, Sila Hachmi Assad. Hassan Arab, une question pour vous. Alors, nous avons parlé du désastre causé par la colonisation européenne de l'Afrique durant la fin du 19e siècle et début 20e sur les langues, sur les cultures africaines. Aujourd'hui, l'Afrique, les langues africaines, les cultures africaines font face aussi à une autre menace. Ce sont les impérialismes culturels. Il y a de grosses machines qui disposent de gros moyens, qui imposent un peu leur agenda culturel, qui imposent les langues. Quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis de cet impérialisme culturel et comment pouvons-nous y faire face? Alors, avant de vous céder la parole, nous allons passer un court jingle et on se retrouve tout de suite après. À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle et de la Semaine des langues africaines, le Haut Commissariat à la Mazérité, en coordination avec l'Assemblée populaire nationale, vous invite à un événement culturel exceptionnel les 23 et 24 février 2025 dans la wilaya de Tizi Ouzou, à l'est d'Alger. Au menu, des tables rondes sur le rôle des langues dans le renforcement de l'identité culturelle, une présentation de l'Atlas Amazir en Algérie, des expositions interactives pour explorer les influences linguistiques africaines et des lectures croisées en plusieurs langues pour mettre en lumière la richesse du multiculturalisme. Radio Africa FM, partenaire médiatique du Haut Commissariat à la Mazérité, accompagne cet événement à travers un programme riche et diversifié. Et vous donne rendez-vous le 24 février 2025 pour son forum sur le rôle de l'Algérie dans la promotion du multilinguisme en Afrique. Rejoignez-nous pour célébrer ensemble la beauté du multilinguisme et la richesse de la diversité culturelle en Algérie et partout en Afrique.
Le micro est à vous, Hassan Arab. Voilà, avant de répondre à votre question, Zine, j'aimerais abonder dans le même sens que M. Assad et vous donner un deuxième exemple, donc Oui. d'une prise en charge effective des langues nationales. C'est Oui. le cas du Togo, un exemple extraordinaire. Ils ont pris en charge deux langues patrimoniales, maternelles, à savoir l'Ewi et le Kabylie. Et depuis quelques années, 60% de la population togolaise parle ces deux langues parce qu'elles ont bénéficié donc d'un soutien en termes d'enseignement, mais en termes de médiatisation également. Et il y a eu un répondant de la part de la société togolaise d'une manière générale. Ça, pour revenir maintenant à votre question, Oui, je pense que peser les impérialismes culturels sur les langues locales africaines. Le premier qui a formulé justement la problématique de l'impérialisme culturel, c'était l'écrivain kényan, Ngugi, un grand écrivain kényan, Ngugi wa Thiong'o, qui dans une tribune publiée dans un grand magazine en 1977, où il invite justement tous les écrivains africains à écrire, à adopter comme langue d'écriture les langues maternelles. Oui. D'ailleurs, c'est lui qui a commencé à écrire en kikuyu, sa langue maternelle. Et à un certain moment, c'est vrai que les éditeurs anglais et même les éditeurs français ne voulaient pas prendre en charge cette littérature, mais compte tenu du succès ayant jalonné tous ses romans, il a pu s'imposer. Donc il a obligé les éditeurs à traduire ses romans. Donc dans cette tribune, il dit que quand on ne parle pas sa langue maternelle, c'est une manière de se soumettre à l'impérialisme culturel. Et elle envisage donc les langues maternelles non pas un facteur de repli sur soi, mais c'est un facteur d'ouverture sur le monde, un facteur de richesse, et c'est quelqu'un qui défendait l'unité des Africains dans leur diversité. Donc la langue, c'est une richesse, mais qui ne doit pas justement, il faut faire attention parce que... D'éviter l'enfermement. D'éviter l'enfermement, le repli sur soi. La ghettoisation. Et comment éviter le repli sur soi? C'est de s'ouvrir aux autres, c'est-à-dire c'est de produire des films, d'écrire des romans, de produire de la poésie, et de revisiter le patrimoine donc des anciens, comme on dit, de le revisiter, revisiter à la lumière donc de toute la science d'aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Hassan Arab. Alors, professeur Jamil Essani, que pouvez-vous préconiser, vous qui êtes un technicien des langues, quel outil préconisez-vous justement pour promouvoir les langues patrimoniales, les langues locales africaines? Je crois que le micro n'est pas allumé. Ah, je peux vous en donner un autre. C'est bon, c'est bon. Ah, très bien. Donc, moi, je suis mathématicien. Je suis président du 17e congrès africain d'informatique et de mathématiques appliquées, qui a eu lieu à Béjaïa au mois de novembre 2024. Donc il y avait 28 pays, dont 16 pays africains. Et dans ce cadre, l'un des objectifs qui a été discuté, d'ailleurs ce point a été adopté lors de l'Assemblée générale qui a eu lieu à l'université de Béjaïa, c'est d'aider le projet de l'Académie africaine des langues africaines de l'Union européenne dans son projet de mise en place d'une plateforme numérique liée aux langues africaines.
Et d'ailleurs, il y a eu une discussion, un échange entre M. Assad et le professeur Pauline Mataglia de l'université de Yaoundé, qui est un spécialiste des langues africaines, sur les éléments qui pourraient mettre en place ce type d'éléments. Alors, concernant les langues africaines, tout à l'heure, donc, on a parlé de l'Algérie, on a parlé de l'Afrique du Sud. Je peux vous donner quelle était la situation du Mali. Oui, c'est un pays frère avec lequel nous partageons une longue frontière et avec lequel les échanges sont très denses. Donc ça nous intéresse. Exactement. Donc de l'indépendance à ces jours, tous les gouvernants au Mali ont manifesté leur adhésion à la politique de l'utilisation des langues nationales, oui, notamment dans le système éducatif. Alors, il y a eu par exemple un décret en 1967 qui fixa l'alphabet pour la transcription des langues nationales. Ensuite, le 8 septembre de la même année, ils furent publiés les principes et les règles de transcription du Bamananka, du Sanghaï et du Tamashert. Oui. Ensuite, il y a eu un autre décret en 1982 qui a été publié pour attribuer le statut de langue nationale à 11 des langues parmi d'autres. 11 déjà, hein, vous voyez. La Constitution de la République du Mali de 1992, et qui est en vigueur, elle consacre dans son article 25 du titre 2 le principe de promotion des langues nationales. Oui. Donc il y a eu des évaluations internes et externes qui ont confirmé la démarche de certaines démarches pédagogiques. Oui. Mais ce que je peux vous dire, tout à l'heure on parlait de Guégan. Juste par rapport à la constitution malienne qui a été amendée il n'y a pas très longtemps. Ah, d'accord. Donc, Guégan, qui est un spécialiste qui a écrit un ouvrage important sur l'enseignement du calcul en langue nationale, il affirme que l'identité culturelle d'un peuple passe par la revalorisation d'un ensemble complexe de son patrimoine ancestral par l'intermédiaire des langues nationales. Oui. Et alors, là-bas, qu'est-ce qu'ils ont? Vous savez qu'au Mali, l'enseignement se fait en français, et donc ils ont, au niveau de l'école, ils ont constaté qu'il y avait des problèmes d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont lancé une expérience où ils ont constaté donc que les apprenants réussissaient rarement les calculs, et donc ils se sont posé la question, pourquoi les enfants ont-ils des difficultés en calcul? Oui. Et donc, ils se posent cette question, ces difficultés n'auraient-elles pas une solution à travers la numérisation en langue africaine? Oui. Vous voyez? Donc il y a eu cette démarche qui se fait à ce niveau. Donc les mathématiques, certaines matières scientifiques sont enseignées dans les langues locales pour permettre C'est une expérience qu'ils sont en train de faire actuellement au Mali. J'ai expertisé j'ai été dans le comité scientifique d'un congrès africain de mathématiques à Cotonou, et où justement cette problématique a été présentée. Alors, il y a un élément pour répondre à votre question. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Oui, oui. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que pour pouvoir la pratiquer, il faut des données. Et c'est pourquoi tout à l'heure, lorsque le professeur Bouda, le recteur de l'université de Tizi Ouzou, a remis à M. Assad un flash disk où il y avait numérisé toutes les thèses et mémoires de Tamazert qui ont été soutenues à l'université de Tizi Ouzou, c'est qu'il y a une base de données. Oui. Le problème en Afrique, c'est que, notamment concernant les langues africaines, il n'y a pratiquement, c'est très faible. Oui. Il y a très peu d'informations qui sont numérisées, d'abord qui sont pris en considération. Oui. Et alors là, ici, le professeur Metaglia, lui, qu'est-ce qu'il fait concernant les propositions d'une intelligence artificielle 100% africaine? D'abord, il constate que c'est très faible, et aujourd'hui, donc, la présence des langues africaines dans le domaine du numérique, notamment dans le domaine des solutions de l'intelligence artificielle,
est très faible. Oui. Et pourtant, on sait qu'il y a une grande population rurale qui parle ces langues qui sont, on va dire, analphabètes du point de vue des langues coloniales. Oui. N'est-ce pas? Ils ne connaissent pas le français, ils ne connaissent pas l'anglais, etc. Et donc, c'est à peu près 26% de la totalité des adultes qui sont analphabètes du point de vue des langues coloniales et qui vivent en Afrique. Et donc, imaginez des solutions d'intelligence artificielle qui manipulent, qui parlent ou qui comprennent ces langues africaines, ce serait très important pour ces populations. Très bien. Merci beaucoup, professeur Essani. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de ce forum. Nous allons quand même... nous avons suffisamment de temps, par contre, pour adresser une autre question à notre ami confrère Mahamat Al-Amin, qui est du Cameroun. Alors, au Cameroun, Mahamat Al-Amin, est-ce qu'il y a une demande vis-à-vis des langues locales? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, la population veut que l'on réhabilite les langues locales, ou est-ce qu'au contraire on se satisfait de la situation actuelle, à savoir on a le français, l'anglais? Alors je sais qu'au Cameroun on parle deux langues, hein. Il y a l'anglais au nord du Cameroun et dans le reste du pays on parle beaucoup français. Est-ce que l'on garde cette division, donc pour tout ce qui est officiel c'est le français et tout le reste c'est les langues locales, mais sans que ça ait un caractère officiel comme ça l'est en Algérie? Bon, moi je dirais en fait le caractère officiel des différentes langues qu'on a, les langues maternelles qu'on a au pays dépendent vraiment de la population, parce que au niveau de la demande ou bien du désir de la population d'adopter cette langue en tant que langue nationale, le désir est il se fait déjà. Déjà, moi je dirais le premier pas pour officialiser une langue, c'est la transcription de l'oral vers l'écrit. Et la majorité de nos langues, malgré qu'elles sont nombreuses, elles sont orales. Malgré qu'elles sont également orales, elles ont déjà été transcrites. Moi, par exemple, la langue que moi je parle, j'étais en vacances une fois chez un de mes oncles, les chefs de canton, et il avait produit un dictionnaire de notre langue, le Kotoko, mais celui de Logone. Et les autres chefs de canton des différents autres villages, ils ont aussi transcrit cette langue, le même Kotoko, mais dans d'autres versions, à l'écrit. Et le dictionnaire, si le dictionnaire est déjà là, ça veut dire qu'on peut déjà utiliser cette langue à l'écrit, on peut déjà l'utiliser pour inculquer les leçons aux élèves dans les différentes écoles, que ce soit depuis le bas âge à l'école primaire jusqu'au secondaire. Et cette procédure, moi je dirais, moi je l'ai vue dans mon village. Et dans les différentes universités, par exemple à l'université de Yaoundé 2, il y a l'université de Yaoundé 2 à Yaoundé, il y a le département de langue. Ils reconnaissent toutes les langues, nos langues maternelles. Et elles sont étudiées. C'est vrai qu'elles ne sont pas étudiées depuis le bas âge pour être reconnues légalement ou bien donner cette portée nationale de la langue. Mais déjà au niveau de l'université, les étudiants, ils apprennent déjà ces langues. Et même dans les différents villages, les professeurs et les maîtres d'école, ils utilisent cette langue pour expliquer plus facilement les termes. Comme tout à l'heure, on a expliqué, en utilisant notre langue, on apprend plus facilement, on peut mieux comprendre qu'en utilisant une langue qui est légèrement différente de la nôtre. Bah oui. Très bien, Mahamat Al-Amin. Alors, si vous avez des questions à adresser à Mahamat Al-Amin, n'hésitez pas, professeur Essani ou Hassan Arab. Mais en attendant, j'ai une question pour vous, Hassan Arab. Vous êtes professeur de littérature, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire. Je sais que vous êtes un touche-à-tout, vous avez plusieurs casquettes. Quelle évaluation pouvez-vous faire justement, puisqu'on parle de littérature, puisqu'on parle de tamazirt, quel regard portez-vous sur la littérature en tamazirt, surtout que vous venez de le dire, il est important pour une langue de produire pour continuer à exister ou pour exister tout simplement? C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a une production d'une littérature en tamazirt ces dernières années, dans toutes ses variantes en Algérie, mais c'est une littérature qui n'a pas pu s'imposer sur la scène littéraire internationale. C'est le cas. Pourquoi?
peut-être il est temps aujourd'hui de réfléchir à une littérature qui sort du folklore. Donc il y a une sorte de folklorisation de la production culturelle en Tamazight, que ce soit la littérature, le cinéma également. Donc on est en quelque sorte piégé par l'aspect folklorique de cette production. C'est pas le cas. Le piège, c'est l'enfermement, Hassan Arab? C'est l'enfermement, le piège. Les Sénégalais, je pense, ont pu déjouer ce type de piège. Je pense à Cheikh Alioune Dao. Il a pris conscience 30 ans après, parce qu'il a publié un manuscrit il y a 30 ans, son premier roman Wolof, qui n'a pas suscité d'intérêt d'aucun éditeur, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Europe. Il fallait d'abord donc l'adapter en français, c'est pas le traduire, c'est une adaptation. Et ce n'est que 30 ans après une adaptation en français, qu'il a pu faire connaître son roman en Wolof. Et puis aujourd'hui, il publie facilement des poèmes en Wolof et des pièces de théâtre notamment en Wolof. Et ça. Donc il a réussi à faire sortir cette production artistique du folklore. Et s'ouvrir à l'universel. C'est-à-dire, c'est des écrivains qui, comme Ngugi ou Wationgu, qui posent les questions d'ordre universel, qui sont en rapport avec l'existence, qui sont en rapport avec la pensée d'une manière générale de la condition humaine. Très bien, c'est très bien dit Hassan Arab, merci beaucoup. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose par rapport au... Concernant la qualité de la production littéraire, je suis président du jury du prix du président de la République pour la Mazérité. Et j'ai remplacé le professeur Nassib depuis le mois de juillet. Et cette année, on a reçu un nombre record de dossiers, 180. Mais il y a 4 options. Donc il y a littérature, il y a linguistique, il y a le patrimoine immatériel et il y a le numérique. Et en littérature, c'est là où on a eu réellement beaucoup de productions et où d'ailleurs on a attribué les 3 prix, ce qui n'est pas le cas en linguistique ou bien en patrimoine immatériel et surtout en technique du numérique. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Malheureusement, le temps imparti à ce forum, on me dit que c'est terminé, que nous avons pratiquement, comment dirais-je... le tour. On doit rappeler juste... oui, je vous en prie, Hassan Arab. Parce qu'il y a une menace sur les langues africaines. L'Afrique, c'est 30% des langues mondiales. Donc il y a à peu près 2000 langues en Afrique sur 7000. Dans le monde, on compte entre 6 et 7000 langues. Et sur ces 2000 langues, il paraît que dans un siècle, on n'aura qu'une centaine de langues qui vont survivre aux assauts de l'impérialisme, comme l'a si bien souligné ici. Donc nous sommes dans une guerre de survie, Hassan Arab. Voilà. Alors, chers amis auditeurs et auditrices, honorable assistance, nous arrivons au terme de ce forum de la radio Ifriqiya FM, organisé au chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle et de la semaine africaine des langues. Je remercie infiniment Sila Hachmi Assad, secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité. Je remercie également Hassan Arab, professeur de littérature à l'Université d'Alger, également professeur Jamil Aïssani d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Merci beaucoup Mahamat Alamine qui nous vient du Cameroun, qui est notre confrère à Ifriqiya FM, d'avoir accepté de participer à ce débat qui nous a permis de faire le point sur la situation des langues maternelles en Afrique. Alors, je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous au prochain forum d'Ifriqiya FM. Au revoir.